Monsieur le ministre, représenté par le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des établissements financiers, des établissements de crédit, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et prérogatives, c'est un privilège de prendre la parole aujourd'hui pour aborder un sujet d'une importance capitale qui garantit la stabilité de notre système financier, de la CEMAC. Et je tiens ici à remercier M. Émile pour m'avoir donné cette opportunité de revenir pour la deuxième année consécutive. La nouvelle réglementation de change depuis son adoption en 2019 a eu à faire un pas important qui a été marqué par un tournant décisif dans notre gestion des flux financiers. Et il est essentiel, après quelques années, de s'arrêter pour faire le bilan, d'identifier les défis rencontrés tout au long du chemin et aussi les perspectives pour une application que nous voulons plus efficace. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de revenir brièvement sur le contexte qui a présidé l'adoption de cette nouvelle réglementation face notamment aux mutations de l'économie mondiale et aux impératifs de diversification de nos économies. Il est devenu impératif de moderniser notre cadre de gestion des réserves de change. Et l'objectif principal était multiple, notamment d'assurer une meilleure traçabilité des capitaux, de renforcer la stabilité de notre monnaie et surtout d'optimiser la mobilisation de nos réserves pour permettre d'assurer le financement de nos économies. L'intérêt de mise en œuvre de la réglementation de change réside dans cette nécessité de disposer d'un instrument qui soit robuste et surtout capable de s'adapter aux dynamiques actuelles et futures de nos économies. Monsieur Émile disait avec beaucoup d'assurance qu'on peut atteindre 10 mois d'importation. C'est bien possible, parce que les acteurs de cette transformation structurelle de nos économies sont tous ici. Il suffit qu'on s'accorde et qu'on mette ensemble, qu'on définisse les instruments, les schémas, les architectures financières, nous y arriverons. Et je voulais aussi être plus pragmatique pour dire que c'est possible. C'est possible pour les pays pétroliers d'aller au-delà de 10 mois, 15, 20 mois d'importation. Et ceux qui produisent malheureusement ces volumes ne rapatrient pas. Mais nous pouvons, dans le contexte aujourd'hui, de cette dynamique qui incarne notre zone, qui est en mouvement. Il faut le reconnaître, la CEMAC aujourd'hui est en mouvement. La Banque centrale ne reste pas en marge et s'invite également à s'inscrire dans cette dynamique. Nous avons, par rapport aux pressions sur les réserves de change, particulièrement l'importation des produits pétroliers, c'est bien possible. Avec une raffinerie, d'ici 2 ou 3 ans au Cameroun ou dans les autres sous-régions,
nous allons épargner 2000 milliards. Nous sommes à peu près à 2000 milliards d'importations annuelles de produits pétroliers. Nous disposons de la matière première, dont la tendance des coûts est baissière, et en s'inscrivant dans la stratégie import-substitution, transformons notre pétrole. Le coût des infrastructures attendues par les opérateurs économiques, notamment les routes, sont très onéreux dans notre zone. Nous devons produire localement les bitumes, nous devons produire localement les lubrifiants, tout ça à partir du pétrole. Produire l'engrais, c'est aussi à partir du pétrole. Et après, d'autres projets structurants. Dans la CEMAC, nous sommes 60 millions. 60 millions, si nous produisons, si nous équipons, nous développons les capacités industrielles au niveau textile pour habiller les 60 millions, nous allons épargner presque 100 milliards. 80 milliards d'importations de friperies que nous économiserons. Donc, il y a bien quelques projets structurants que nous allons mener pour pouvoir assurer cette transformation. Et je tiens ici à saluer les opérateurs économiques qui nous aident dans la gestion rationnelle de nos réserves de change. Ces dernières semaines, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le lancement de la production de clinker par Simocam, que je tiens à féliciter. Le clinker sera désormais produit localement. Ça va déjà nous épargner quelques devises. Je tiens également à féliciter un promoteur qui a lancé l'usine, ou en cours de lancement de l'usine de production de bitume à Kribi. Je ne le connais pas, mais j'ai également lu dans la presse, et sans compter les autres. L'an dernier, c'était Prométal qui a fait l'extension de son usine pour augmenter ses capacités, et bien d'autres qui, aujourd'hui, de façon substantielle, contribuent à notre indépendance économique. Et savez-vous que les réserves de change restent le pilier de la souveraineté de nos économies. C'est pour cela que c'est avec vous que nous allons renforcer et dynamiser cette gestion. Alors, j'ai préparé quelques slides. Je crois que, voilà, on est sur le plan de présentation. Bon, voilà, c'est 6 points qui sera présenté, j'en ai pour 15 minutes. Je voudrais m'attarder sur l'historique et le contexte. Avant l'an 2000, nous relevons une absence d'harmonisation de nos règles et dispositifs harmonisés de gestion des réserves de change. La mise en œuvre de la réglementation en 2000 a permis une harmonisation et qui a permis de mettre notamment des dispositions communes applicables en matière de change. Mais les lacunes de ce dispositif depuis 2000 ont souffert de l'absence de textes d'application pertinents ainsi que d'une faible implication des établissements de crédit dans leur mise en œuvre. Et suivant, en 2014, la CEMAC a subi des effets, c'était entre 2012 et 2014, la CEMAC a subi des effets néfastes de triple choc pétrolier, sécuritaire et également humanitaire. Et la conséquence, c'est qu'il y a eu un ralentissement de la croissance, une détérioration des comptes publics qui est accentuée par le déficit extérieur et une baisse drastique de nos réserves de change, ce qui
a mis à rude épreuve la stabilité de notre cadre macroéconomique dans la zone CEMAC. Et il n'était pas épargné le risque d'une dévaluation qui pointait à l'horizon. Les chefs d'État se sont donc assis en 2016 pour prendre des mesures idoines afin de préserver la zone de toute réforme monétaire. Donc, le 21 décembre 2018, il y a eu l'adoption de règlements par le comité ministériel. Ensuite, le 1er mars 2019, il y a donc une entrée en vigueur du règlement. Et le 10 juin, il y a eu signature d'entrée en vigueur du premier jeu d'instruction d'application de la réglementation de change. Le 31 août, il y a eu une mise en conformité des agents économiques par rapport à ces nouvelles dispositions. Et octobre 2019, des discussions ont été engagées avec les sociétés extractives afin de les amener à respecter les dispositions spécifiques les concernant. Alors, de quoi est composée la réglementation de change dans la CEMAC? D'abord, le règlement numéro 02 est structuré en 8 titres et 194 articles contre 8 titres et 129 articles pour le précédent règlement. Juste pour votre information, vous avez les textes de réglementation de change, notamment celui de 2000 et celui le plus récent de 2019, disponible sur le site de la Banque centrale. L'objectif de la réglementation de change, bien entendu, c'est d'assurer la stabilité extérieure de la monnaie en maintenant la parité fixe. Aussi de garantir le règlement des importations et de la dette, ce qui permet d'assurer la libre circulation des capitaux. Il est aussi question de protéger l'économie nationale en évitant l'invasion fiscale, de limiter les désinvestissements et d'attirer les capitaux et les investissements directs étrangers. Et aussi de militer pour limiter les transactions illicites avec l'extérieur dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Donc ces objectifs sont bien cernés. Comme je l'ai dit, l'objectif phare reste la préservation et le renforcement de nos réserves de change afin notamment de contribuer au développement de notre sous-région. En termes de quelques structurations de la réserve d'échange, plus particulièrement en ce qui concerne l'alignement du nouveau règlement au statut de la banque qui permet de prendre en compte les évolutions du statut de la BA qui lui confère le rôle de conduite de la politique de change. L'adaptation à l'environnement économique, aux évolutions de l'environnement financier et monétaire, l'harmonisation et la mise en œuvre de la réglementation dans tous les pays de la CEMAC, la simplification aussi de certains régimes. Ici, il est question de simplifier le régime des sanctions pour permettre une meilleure application tout en étant dissuasif. Et c'est là où le bas blesse avec notamment les établissements de crédit et les opérateurs économiques.
La flexibilité de certaines dispositions, ce qui est voulu par les opérateurs économiques, nous sommes bien conscients qu'il faut assurer une flexibilité de certaines dispositions opérationnelles en prévoyant que les instruments soient pris par le gouvernement de la Banque centrale. Et également la clarification des rôles des différents acteurs, les différents organes et entités dans le suivi et le contrôle de ces opérations. Alors, 9 principes directeurs sont importants de savoir au niveau de la réglementation de change. Le premier principe, c'est le transfert libre des revenus, que ce soit les revenus issus du travail, du capital ou de toute autre source. Le deuxième, c'est l'absence de contrôle des changes, qui est corollaire de la liberté des transferts. Les transferts doivent être causés. Les opérations doivent être documentées dans les limites, notamment du respect des règles de lutte contre l'anti-blanchiment. L'obligation de rapatrier les devises concerne tous les agents économiques et cela s'applique soit à l'origine notamment des devises qui pourront relever des recettes d'exportation, des dons, emprunts et autres revenus. En 4, la rétrocession des devises à la Banque centrale pour assurer la défense de la monnaie commune. Et 5, la domiciliation des exportations et des importations auprès des banques, afin d'assurer le meilleur suivi des contreparties réelles et exigées pour toute opération dont le montant est supérieur à 5 millions. La liberté des transactions courantes, la déclaration a posteriori pour les opérations en capital entrant dans la CEMAC. Et ça, c'est important de savoir. Pour ce qui concerne les emprunts ou les investissements directs étrangers, la déclaration se fait a posteriori. L'autorisation préalable limitée aux opérations en capital sortant de la CEMAC et aux comptes en devises offshore ou onshore. Il s'agit ici notamment aussi des cas des prêts, des investissements au portefeuille, des investissements directs et étrangers et des comptes en devises pour les sociétés extractives. L'exigence d'apurement des opérations qui justifie de l'effectivité de l'opération de l'opérateur ayant bénéficié des transferts de fonds pour les besoins d'importation, d'acquisition immobilière et autres opérations. La justification notamment de la contrepartie de sommes rapatriées est requise. Alors, le principe organisationnel, aujourd'hui, nous avons les acteurs à qui les États ont conféré la responsabilité. Et ceci est important. Nous avons la Banque centrale qui a une compétence générale dans la mise en œuvre de la politique de change, qui est sa mission statutaire, réglementaire, et qui contrôle, qui autorise, qui sanctionne, y compris qui sanctionne tous les opérateurs, y compris ceux assujettis à la COBAC. C'est important de savoir que la Banque centrale est le garant, de par sa mission statutaire, de protéger et les assujettis, et également la clientèle.
La COBAC qui contrôle les établissements assujettis, les établissements de crédit, de microfinance, de paiement, de bureaux, de change, est la porte d'entrée. Est la porte d'entrée parce que le secteur financier est organisé, est régi par des règles qui sont strictes. Le statut de la Banque centrale lui confère même cette mission. Et la Banque centrale n'exécute pas les instructions de toute autre partie. Les 6 États lui ont conféré l'indépendance et l'autonomie. Donc, s'il y a des organes qui veulent notamment instruire les établissements de crédit, la porte d'entrée, c'est la BEAC ou le gouvernement de la Banque centrale. Alors, quel est l'impact aujourd'hui, bilan, impact, quels sont les impacts de la mise en œuvre de la réglementation de change? Donc, depuis son entrée en 2019, la réglementation de change a connu des améliorations. Vous pouvez remarquer une croissance soutenue qui montre que les devises ont bien et bel été rétrocédées. Cette valeur des rétrocessions est passée en 2019 de 6 000 milliards, 6 201 milliards. Si on va en 2018, c'était de 3 000. Et pour atteindre 13 898,53 milliards en 2024. C'est bien beau d'apprécier l'évolution des rétrocessions. Mais j'aimerais que désormais, on s'appuie beaucoup plus sur les chiffres des transferts sortants. Voyez-vous cet équilibre? Le bleu, vous avez les rétrocessions et orange, les transferts sortants. Tout ce qui entre, sort. Voyez-vous? C'est la réalité. Est-ce qu'on peut évoquer qu'en 2018, nous avons un niveau de transfert sortant de 2800 et en 2024 de 13 409. Ce qui suppose que les transferts sortants sont exécutés. Voilà la réalité. Nous faisons une gestion un peu proactive pour éviter d'être en déficit de balance au niveau des réserves de change. Les 35% des pétroliers, quand c'est transféré aujourd'hui, c'est demain, c'est des demandes de transfert sortant qui sont présentées. Donc, voyez-vous que nous restons totalement dépendants des importations, malgré tous les efforts qui sont faits au niveau de la Banque centrale. Nous avons, sur le plan organisationnel, mis en place de nouvelles équipes. Nous avons recruté pour pouvoir traiter efficacement les données. Nous avons développé en interne e-transfert. Nous accompagnons ces changements. Mais si on parle en termes de transfert sortant, voyez-vous, c'est là la réalité. Donc, vous regardez, vous convenez aussi avec moi le prochain graphique, voilà, qui montre à l'évidence le niveau des réserves de change. Le suivant, nous pouvons dire en définitive que la réserve de change a fortement contribué à centraliser nos réserves de change, la réglementation de change, pardon,
a fortement contribué à centraliser nos réserves de change et surtout à rationaliser leur utilisation tout en renforçant les contrôles de manière à ce que les flux illicites des capitaux sortants et de lutte contre l'évasion fiscale. Les courbes se suivent en termes de rapatriement et de transfert sortant. Également, vous pouvez, voilà, sur ce graphique qui montre l'évolution journalière du taux de couverture extérieure de la monnaie. Comme je l'ai dit, nous anticipons et nous surveillons au quotidien le niveau d'engagement, d'exécution des transferts sortants et le niveau également des rapatriements. C'est vraiment un travail qui se fait au quotidien pour pouvoir maintenir un équilibre au niveau de la balance et surtout maintenir notre taux de couverture extérieure confortable. Aujourd'hui, nous sommes toujours entre 72 et 75%, qui témoigne de la solidité de notre zone qui pourrait faire face aux chocs exogènes. Alors, donc, quels sont les défis et les contraintes de l'implémentation des réserves de change? Alors, dès l'entrée en vigueur de cette réglementation, la Banque centrale a dû faire face à un afflux des demandes de transfert sortant, et je pense depuis 2019 jusqu'à 2025, il y a toujours cet afflux, du fait notamment de la centralisation, mais qui repartent aussitôt. Nous avons, comme je l'avais évoqué, mis en place des dispositifs d'allocation hebdomadaire en faveur des banques commerciales qui opèrent dans la zone CEMAC. Ceci leur permet notamment d'exécuter avec célérité tous les transferts de faibles montants, notamment inférieurs, pour des montants inférieurs à 50%. Et ces enveloppes sont plafonnées à 3 millions d'euros par semaine qui sont accordées aux établissements de crédit, leur permettant de faire face à la sollicitation de leur clientèle. Et pour dire que la réglementation de change a permis donc aux banques commerciales de ne rétrocéder que 30% des devises qu'elles disposent à l'extérieur, afin notamment de leur permettre aussi de répondre aux besoins courants. Ensuite, parmi les défis et contraintes, il faut relever, et nous sommes bien conscients de cela, la rigidité et la lourdeur administrative. C'est toute la CEMAC, c'est toute la CEMAC qui soumet des dossiers. Les délais de traitement, nous sommes conscients que ces délais sont quelquefois assez longs, mais il y a également des problèmes d'interprétation qui se posent avec acuité. La non-maîtrise de ces textes, des dossiers qui arrivent incomplets au niveau de la Banque centrale et qui souvent sont rejetés et qu'il fallait encore attendre et quelquefois plusieurs rejets sont appliqués sur des dossiers. Donc, nous sommes confiants et conscients de cette situation, de l'impact aussi sur la trésorerie, tous ces retards-là qui créent aussi des préjudices pour les agents économiques. Toutefois, les actions que nous avons entreprises au niveau de la Banque centrale, pour nous, ça a permis d'écarter toute hypothèse de réajustement
de la parité franc-CFA, à travers notamment le niveau confortable que nous avons, mais qui reste encore fragile. Et dans cette perspective, vous pouvez passer, la BIAC va continuer, d'ailleurs, dans les prochains mois, à veiller et à renforcer encore davantage le respect de la réglementation de change. Je l'ai dit ici, c'est le pilier de la souveraineté de nos économies. Nous allons renforcer le respect de la réglementation de change. Nous allons également poursuivre certaines actions afin d'améliorer substantiellement les prestations, avec notamment un help desk pour permettre à ce que les saisines soient fluides et que des réponses soient données. Sinon, dans nos textes, les transferts s'exécutent en 72 heures maximum. Mais quelquefois, il y a des responsabilités qui incombent aussi à plusieurs. Donc, les critiques aujourd'hui, c'est on veut une réglementation de change plus souple. Vous avez vu les chiffres. Souple, nous allons dépasser et nous allons nous retrouver dans les situations de 2014-15 qui exposent la sous-région à un risque de réforme monétaire. 2 mois d'importation à l'époque. Les efforts que nous devons faire aujourd'hui, c'est véritablement d'aller vers la mise en œuvre, l'accélération de la stratégie import-substitution telle que voulue par les chefs d'État. Nous devons, avec les banques commerciales, avec tous les établissements financiers, boursiers et autres, il faut qu'on puisse accompagner la dynamique de l'import-substitution. L'assouplissement ciblé, oui, faut évoquer la question de différenciation sectorielle. Et aujourd'hui, je pense que nous attendons beaucoup du secteur extractif. Les négociations, d'ailleurs, se poursuivent. Une échéance a été arrêtée au 30 avril pour la négociation avec les pétroliers. Le 30 avril, les pétroliers ont bondi la question de l'immunité de la Banque centrale. Ils souhaitent que la Banque centrale renonce à son immunité. Une banque centrale qui accède, tout en sachant que les pétroliers, tout comme les agents économiques, sont des agents économiques assujettis à la Banque centrale et demandent que la Banque centrale renonce à son immunité. En le faisant, il n'y aura plus de stabilité financière dans la zone. En le faisant, il n'y aura plus de stabilité financière dans la zone. Parce qu'ils sont capables maintenant de geler les réserves de change, geler les comptes d'opération ou saisir les comptes d'opération, c'est ce qu'ils cherchent. Voyez-vous, pour des ressources qui appartiennent aux États. Donc, nous avons été fermes sur cette question. Et un dernier round pour clôturer la discussion est prévu d'ici peu. Alors, cette rencontre pour nous est une opportunité pour dire que la réglementation de change n'est pas figée. Cette réglementation de change a été une solution stratégique dans un contexte bien précis et qui aujourd'hui, ce contexte n'a pas beaucoup évolué compte tenu de la fragilité de notre interdépendance à l'importation, compte tenu également des indicateurs macroéconomiques qui se dégradent. Ça a été un choix
stratégique. Et nous avons besoin de construire encore davantage la solidité de nos indicateurs macroéconomiques via le dialogue que Ecomatin a bien voulu organiser aujourd'hui, et surtout maintenir cette concertation continue. La Banque centrale, elle aussi, est ouverte au dialogue et nous y sommes aujourd'hui. Je pense que c'est un exercice, comme ça a été énoncé, la conférence inaugurale. Vous aurez nos experts aussi dans la salle avec qui vous allez échanger en long et en large sur cette question. Pour finir, je voudrais juste que nous sachions tous que la Banque centrale ne régule pas pour contraindre, mais pour construire une économie plus résiliente. Et nous avons besoin que vous nous accompagniez dans ces efforts afin de bâtir ensemble un avenir financier qui soit plus sûr, plus efficace et plus résilient pour notre sous-région. Je vous remercie pour votre aimable attention.